Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour la suite de votre cours de physique-chimie au niveau seconde du coup. On est parti du coup sur un nouveau chapitre, on a terminé ensemble le chapitre 7 sur la propagation du son, créer un son, vitesse du son, etc. Donc là aujourd'hui on s'attaque à un nouveau chapitre, vous mettez du coup sur une nouvelle page chapitre 8, vision et image. On va le traiter encore une fois en deux temps. Il va être lourd ce chapitre parce qu'il va vous expliquer, il va poser les bases de comment se comporte la lumière, et ensuite on va du coup déterminer grâce à ces bases comment fonctionne une lentille, puis ensuite comment fonctionne votre œil et un appareil photo. Donc du coup forcément on va vraiment articuler entre deux parties. La première aujourd'hui on va vraiment voir tout ce qui concerne comment se comporte la lumière, pourquoi elle agit comme ceci ou comme cela, comment on peut anticiper son déplacement, sa vitesse, etc. Et la prochaine fois, du coup, on s'apparentera beaucoup plus sur la notion de l'œil, de grossissement d'une image, de comment on reçoit l'image, comment on la capte, si elle est inversée, réelle, etc. Voilà, tout ça, on le fera du coup la prochaine fois, ok? On passe du coup au cours qu'on doit noter sur le cahier. Donc du coup, nouvelle feuille, vous marquez chapitre 8, vision et image, et grand 1, propagation de la lumière. Donc propagation, c'est de propager, c'est comment la lumière se déplace, se propage dans un milieu. La lumière, du coup, dans un milieu, elle se propage de manière rectiligne. Ça veut dire que elle se propage en ligne droite. Elle ne fait pas de cercle, elle ne fait pas de courbe, elle se déplace en ligne droite. Et ça, vous le savez déjà tous. Vous avez tous joué avec un laser, et vous avez tous eu la présence d'esprit de regarder vers le mur le plus proche ou vers le collègue le plus proche. Ça c'est moins bien, hein, parce que vous pointez le laser dans cette direction. C'est que vous attendiez en fait que le laser pointe en ligne droite. Donc du coup la lumière elle va bien en ligne droite. Ça vous le savez depuis longtemps. Et d'ailleurs la lumière elle se propage dans tous les milieux matériels, transparents et homogènes, mais aussi dans le vide. Bon, ça, se propager dans le vide, vous le saviez également, je veux dire, la lumière du soleil, elle traverse du vide entre le soleil et nous. Donc du coup, la lumière, elle se propage bien. Par contre, ça se propage aussi dans tous les milieux matériels qui sont transparents. Attention, ce n'est pas une couleur. Transparent, ça ne veut pas dire incolore, ok. Je n'ai pas d'exemple là à côté de moi. Mais transparent, c'est-à-dire qu'il laisse passer la lumière. Par exemple, ici, ma règle, elle est transparente. En plus d'être sale, mais elle est transparente, incolore. Et on peut avoir quelque chose qui soit transparent et coloré. Tiens, par exemple, j'ai ça. Viens ici, toi. Voilà, mon truc avec les feuilles, là. Par exemple, ça, sans faire la promotion, c'est transparent et jaune. Transparent, en fait, c'est pas une couleur, c'est une capacité c'est une caractéristique intrinsèque d'un matériau de laisser passer ou pas la lumière. Ok ? Et homogène, ça veut dire en fait que à chaque point de ce milieu, les caractéristiques sont les mêmes. Par exemple, un milieu qui est transparent mais hétérogène, c'est les vitres que vous avez des fois chez les médecins, où vous ne pouvez pas voir clairement à travers, ça se fait une espèce de mosaïque. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est derrière, mais vous savez pas qui c'est. Voilà, clairement. On dirait une vitre Canal+, un peu, environ. Voilà, c'est un truc comme ça. Vous savez qu'il y a quelqu'un, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vous pourrez pas savoir quoi. Donc du coup, tout ça, en fait, ça s'appelle la propagation rectiligne de la lumière. C'est une règle, la lumière se propagera toujours en ligne droite, quel que soit le milieu où elle se propage. Remarque, la lumière peut aussi se propager dans un milieu transparent hétérogène. Cependant, à chaque fois qu'elle va changer de milieu, à chaque fois, elle sera déviée. Par exemple, si la lumière passe dans un milieu d'air à eau, par exemple, quand vous baignez, par exemple, ou vous mettez un bâton dans l'eau, vous avez l'impression que le bâton est cassé parce que tout simplement, la lumière, quand elle part du bâton, elle traverse de l'eau, donc elle va en ligne droite, et dès qu'elle sort de l'eau, elle change de milieu, du coup elle est déviée, et cette lumière qui est déviée en dessous de l'eau, alors que la lumière qui est du bâton hors de l'eau n'est pas déviée, forcément ça donne un aspect brisé en fait du bâton. Voilà pourquoi en fait la lumière change de direction à chaque fois qu'elle change de milieu. Dans le vide ou dans l'air, ça revient exactement au même. La lumière se propage à une vitesse qui est fixe
et qui est de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ça c'est une puissance, attention. La lumière, c'est une vitesse qui est très connue, qu'on connaît depuis pas mal de temps maintenant, qui est une vitesse qu'on appelle maximale, parce qu'on ne connaît rien qui peut aller plus vite que la lumière. C'est totalement impossible. C'est pour ça que tous vos films de science-fiction où on va à la vitesse de la lumière ou plus, bah, c'est n'importe quoi. C'est un concept qui fait rêver, c'est sûr, mais on n'ira jamais plus vite que la vitesse de la lumière. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas arriver avant votre propre image. Ça n'a aucun sens. Enfin, vous ne pouvez pas être déjà là avant vous-même. Enfin, voilà. Donc du coup, la vitesse de la lumière, c'est toujours une valeur qui est vraiment, vraiment maximale. On ne pourra jamais aller plus vite que ça. D'ailleurs, on a déjà tenté de dépasser cette vitesse de la lumière en utilisant la lumière elle-même. Par exemple, en fixant une lumière, en fait une lampe torche, sur un vélo. Il suffisait juste ensuite d'allumer la lampe torche. Bah, le vélo étant immobile, la lampe torche émet une lumière qui va à 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Et si un mec commence à pédaler sur le vélo, bah forcément la vitesse de la lumière de la lampe torche plus la vitesse du vélo devrait normalement aller au-delà de la vitesse de la lumière. Et ben non, on l'a testé, et la lumière va encore une fois à la même vitesse. Donc du coup, la vitesse du vélo, en fait, ne permet pas de dépasser la vitesse de la lumière, même en l'ajoutant à la vitesse de la lumière. C'est une vitesse qui est vraiment maximale, on n'arrive vraiment pas à la dépasser, et à mon avis, ce sera toujours ainsi. D'autres milieux que le vide ou l'air peut laisser se propager la lumière. On a par exemple le verre, on a par exemple le plexiglas, on a dans n'importe quoi qui est gazeux mais qui ne soit pas de l'air. Par exemple, on peut le propager dans du dioxygène pur, dans de l'azote pur, dans de l'argon pur. On peut le propager dans n'importe quel mélange de gaz qui ne soit pas de l'air. Et on peut le propager aussi dans l'eau, par exemple. Voilà. Donc tout ça, en fait, ce sont des milieux qui ne sont pas de l'air ou du vide. Mais par contre, le milieu va avoir une caractéristique qui est intrinsèque, hein, qui dépend encore une fois que du milieu, car il va ralentir la lumière, en fait, selon un chiffre, une valeur qu'on lui donne qui s'appelle l'indice de réfraction. Donc du coup, on va définir cette grandeur, indice de réfraction, comme étant le rapport en fait de deux grandeurs, de la vitesse de la lumière comme elle devrait être, comme on a l'habitude de la voir soit dans le vide, soit dans l'air, donc 300 000 km par seconde, divisé par la valeur de la vitesse de la lumière que vous observez dans le milieu que vous considérez. Par exemple, si je veux l'indice de réfraction de l'eau, ben, dans l'eau, la vitesse, elle va un petit peu moins vite. Donc du coup, la fraction que vous allez avoir, la vitesse de la lumière maximale divisée par une vitesse qui va un peu moins vite, vous allez trouver du coup un chiffre qui sera plus grand que 1, et vous obtiendrez chaque fois systématiquement un chiffre qui sera plus grand que 1, et pour l'eau, il me semble qu'on arrive à un indice de réfraction de 1,33. Vous ne pouvez pas avoir, de toute façon, d'indice de réfraction qui soit inférieur à 1. Ça voudrait dire que vous avez une vitesse de la lumière dans le milieu qui est plus grande que la vitesse de la lumière dans le vide, et ça c'est impossible. Parce que chaque particule va en fait un petit peu s'opposer à la transmission de la lumière, et forcément si vous avez du vide, donc pas de particules qui s'opposent, bah, la lumière n'est jamais ralentie. Donc du coup on peut pas avoir un milieu qui fasse à la lumière plus vite que le vide. Pour tout ça, en gros, en clair, ça c'est pour vous, c'est pour comprendre un peu plus facilement, donc vous marquez en clair dans la marge, j'ai eu 2 points, on continue. L'indice de réfraction d'un milieu, en fait, c'est le coefficient de ralentissement que subit la lumière par ce milieu. En gros, si je mets la lumière dans l'eau et que le coefficient l'indice de réfraction de l'eau est de 1,33, et bien en fait, c'est le coefficient par lequel je vais diviser la vitesse de la lumière. En gros, je vais prendre la vitesse de la lumière, je vais la diviser par 1,33, et ça va faire du coup la vitesse qu'aura la lumière dans l'eau. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, en gros, l'indice de réfraction, c'est combien de fois moins vite la lumière se propage dans le milieu qu'on considère par rapport au vide. Voilà. Si vous n'avez toujours pas compris, ben je pense qu'il faut remettre la vidéo. Là, je ne peux pas faire plus simple. Grand 2. Loi de Snell-Descartes. Donc du coup, Snell-Descartes, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un mec qui avait un papa et une maman qui s'appelaient différemment. Ce sont 2 scientifiques, un anglais et un français. Il va falloir que je vérifie si Monsieur Snell était anglais, il me semble qu'il était plutôt allemand. Ou prusse. Bref, donc du coup, Monsieur Snell,
que vous voyez à gauche du coup en photo. Je trouve ça dommage qu'on ne voit pas assez Monsieur Snell du coup en photo. Et vous avez à droite du coup Monsieur Descartes. Monsieur Descartes du coup qui est un philosophe, physicien, mathématicien, français du coup, qui a fait plein de choses. Et je suis en train de vérifier, mais non, Monsieur Snell était un mathématicien et physicien néerlandais. Voilà. Au moins la faute est corrigée directement. Donc du coup, les lois de Snell-Descartes, il y en a deux. Une qu'on utilise pour ce qu'on appelle la réflexion, l'autre qu'on utilise pour ce qu'on appelle la réfraction. Et je vais prendre mon schéma que j'ai fait sur mon cahier tout joli pour vous l'expliquer un peu plus en détail. Mais en gros, si vous voulez, quand un rayon change de milieu de propagation, ou lorsqu'il change en fait d'indice de réfraction dans un même milieu, quand le milieu est hétérogène, du coup, il va changer de direction, il va être dévié. Et ces changements, en fait, ont été totalement décrits par les deux lois qu'ont établi Snell et Descartes. Voici du coup le schéma que vous allez devoir prendre. Bon, le CE76 que j'ai marqué à côté, vous inquiétez pas, ça s'appelle la compétence exigible. C'est ce qu'on me demande, moi, par rapport au ministère, sur le programme, sur le bulletin officiel, de respecter. Vous avez plusieurs compétences exigibles. Et celle-ci, du coup, est la 76e. Voilà, donc vous avez 76 compétences, normalement, si vous avez tout appris. Donc du coup, ici, vous prenez un trait horizontal, ok, vous faites un trait horizontal, et c'est ce qu'on va appeler la surface de séparation. En gros, vous avez deux milieux qui vont être séparés par cette surface. On va dire que au-dessus c'est de l'air et en dessous c'est de l'eau. Et bien du coup, toute la surface de l'eau, c'est la surface où vous avez en dessous que de l'eau, et au-dessus que de l'air, c'est la surface de séparation. Ok? On va prendre un rayon lumineux qui arrive, un rayon lumineux du soleil, par exemple, d'une lampe, n'importe quoi, qui émet de la lumière. Donc le rayon lumineux qui est en vert ici, qui descend vers la surface de séparation, c'est un milieu qui arrive vers la surface de séparation, donc du coup on appelle ça un rayon incident. Enfin, non ça se dit pas, et c'est un milieu en fait, c'est un rayon qui arrive vers le milieu, on appelle ça un rayon incident, voilà c'est son nom. En fait une incidence c'est quand ça arrive vers quelque chose. Donc du coup, ce rayon lumineux, il va arriver avec un certain angle, qu'on va appeler l'angle d'incidence, mais l'angle d'incidence, ça ne se mesure pas entre le rayon et la surface de séparation, il se mesure entre le rayon et la perpendiculaire que vous avez par rapport à votre surface de séparation. Cette perpendiculaire là que j'ai fait en pointillé, qui est verticale, ok, s'appelle la normale. Je ne l'ai pas mis sur mon schéma, rajoutez-le. Ça en fait, la droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation et qui coupe du coup de telle manière à ce que le rayon incident et la normale fassent un angle, cette droite là c'est la normale, voilà, son nom c'est comme ça. En gros ça vient des maths où on dit qu'à chaque fois que quelque chose est normal à quelque chose d'autre, on dit qu'il est perpendiculaire. Orthonormé par exemple c'est quand vous avez un repère avec deux droites perpendiculaires et que vous avez la même graduation. Normal, ça vient de là. Ok. Du coup, ce rayon incident, une fois qu'il arrive sur la surface de séparation, il y a deux possibilités. Et ça, vous le voyez très bien quand vous allez à la plage l'été. Quand vous allez à la plage, du coup, l'été, vous savez que quand vous arrivez vers la plage, vous êtes toujours ébloui par les rayons du soleil qui se réfléchissent sur la mer. Donc du coup, forcément, ça veut dire qu'il y a des rayons incidents qui sont réfléchis, qui ne traversent pas le milieu de séparation. Enfin, la surface de séparation. Donc du coup, ils restent dans l'air. Ces rayons incidents, en fait, quand ils sont réfléchis, ils vont être réfléchis avec un angle de réflexion qui est totalement équivalent à l'angle d'incidence. Quand vous jetez par exemple une balle au sol, quand vous jetez la balle, elle va à chaque fois respecter l'angle que vous l'avez inculqué. Si vous la jetez avec un faible angle par rapport à une normale, il va rebondir plutôt droit votre objet. Par contre, si vous le jetez bien en biais, comme quand vous faites un ricochet, vous allez avoir un angle de rebond qui va être aussi très important. Okay, c'est pour ça que quand vous faites des ricochets, vous avez le caillou qui fait plusieurs ricochets, en fait, si vous le jetez bien avec un bon angle bien maximum. Ok. Donc c'est ce que j'ai tracé ici. Le rayon réfléchi, ce que vous avez en rouge, et donc du coup l'angle de réflexion, c'est l'angle qui est produit en fait entre le rayon réfléchi et la normale. Et cet angle du coup qu'on appelle I', est totalement équivalent à I, l'angle d'incidence. Donc du coup en fait la première loi de Descartes va vous dire que le rayon lumineux réfléchi et le rayon incident sont coplanaires dans le même plan au rayon réfracté. En fait, les trois rayons, si le rayon en fait incident est réfléchi ou réfracté, s'il ne franchit pas
ou s'il franchit la surface de séparation, les 3 sont dans le même plan. Ok, on peut les regarder sur une feuille. Donc du coup, tout ça c'est juste. Hein. C'est vraiment ce qui se passe en réalité. Il n'y a pas de notion d'espace, c'est vraiment dans le même plan, dans la même feuille. Par contre, pour la deuxième loi, on dit que l'angle d'incidence, I, il est totalement égal à l'angle de réflexion I'. Donc du coup, vous avez I égale I'. Et ça peut être en degrés, ça peut être en radians, ça peut être en n'importe quelle mesure. Les deux angles sont totalement équivalents dans n'importe quelle unité, ils sont égaux. Par contre, c'est pas le cas pour la réfraction. La réfraction, comment ça se passe du coup? Quand vous allez à la plage par exemple et qu'il y a du soleil, par exemple à midi, c'est là où l'eau est la plus chaude parce que vous avez un maximum de rayons qui traversent la surface de séparation et qui viennent en fait être absorbés par l'eau et donc va chauffer cette eau. Par contre, quand vous commencez à arriver en début de journée, enfin en début de matinée, où le soleil en fait commence à se lever, ou est pas très haut dans le ciel, ou quand vous vous baignez en fin de journée, du coup l'eau elle est vachement plus froide. Et même la nuit, vu qu'il n'y a plus du tout de soleil, l'eau elle est encore plus froide. C'est parce que vous avez de moins en moins de rayons qui sont réfractés à l'intérieur de votre eau. Donc il y a bien des rayons qui passent dans votre eau. Il y a bien une réfraction qui s'opère. Donc quand le rayon incident traverse la surface de séparation, vu qu'il change de milieu, il est dévié. Normalement, on devrait l'attendre tout droit, ok, il devrait continuer ainsi selon mon curseur. Voilà, donc comme ça. Hein. Mais ce que vous observez en violet, ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a vraiment une brisure, une cassure, c'est ce qu'on appelle une déviation. Hein, et en optique, on appelle ça une réfraction même. Donc du coup, on a bien réfraction en fait de votre rayon incident. Et cette réfraction, elle se mesure aussi par un angle qui se mesure encore une fois entre l'angle, enfin entre le rayon réfracté et la normale. Et ce petit angle qu'on appelle R, c'est lui qu'on appelle du coup angle de réfraction. Cependant, en fait, Snell et Descartes, ils ont quand même trouvé une loi qui va relier en fait l'angle d'incidence que vous avez au début à l'angle de réfraction que vous avez à la fin. Ok ? Mais ça, par contre, vous avez besoin des indices de réfraction de vos milieux, c'est pour ça qu'on les a appris, qu'on vous donnera systématiquement, ou alors on vous donnera les angles et vous devrez retrouver l'indice de réfraction. Mais en gros, l'indice de réfraction du milieu incident, donc le milieu comportant le rayon incident, fois l'angle d'incidence, enfin, je répète, l'indice de votre milieu d'incidence, donc qui comporte le rayon incident, fois le sinus de l'angle d'incidence, est égal à votre indice de réfraction du milieu réfracté, donc du milieu qui contient le rayon réfracté, fois le sinus de l'angle de réfraction. Et ça donne quoi du coup en mathématiques? Ça donne la loi que j'écris en violet ici. Hein. Respectez bien les couleurs parce que du coup, vous avez vu que chaque loi en fait se rapporte à un rayon particulier. Donc du coup, si on traduit ça en maths, ça veut dire que N1, indice de réfraction du milieu 1, N1 fois I, N1 fois sinus I est égal à N2 fois sinus R. Ok, c'est une loi qui parle pas mal, qui chante pas mal. Donc du coup, elle se retient pas mal en général, vous arrivez bien à la retenir. Si vous voulez encore plus simplifier, vous pouvez appeler l'angle de réfraction I2, et ça vous donnera N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2, et c'est encore plus chantant. Par contre, rappelez-vous bien que I1 c'est l'angle d'incidence, I' l'angle de réflexion, et que I2 du coup c'est l'angle de réfraction. Voilà. J'espère du coup que pour ce cours, qui est quand même assez dense en termes de nouveautés, et en termes de vocabulaire, vous l'aurez bien intégré. N'hésitez pas à remettre la vidéo parce qu'il y a beaucoup de notions en très peu de diapos. Malheureusement, les lois de Snell-Descartes, elles sont assez complètes. C'est deux messieurs qui ont très bien travaillé là-dessus. Et donc du coup, je vais vous donner 2-3 exos pour pouvoir appliquer tout ça, qu'on corrigera bien sûr dès la prochaine fois, avant de continuer la suite du cours. Comme ça, vous aurez bien tout en tête, et vous aborderez les exos de la prochaine fois, que je vous donnerai la prochaine fois, avec beaucoup plus de sérénité. Donc du coup, pour la prochaine fois, ce que je vous préconise de faire, ce sont les exercices 17, 18 et 21, page 278. C'est beaucoup sur les lois de Descartes, hein, du coup, enfin... On appelle souvent ça les lois de Descartes, mais en fait il faudrait dire les lois de Snell-Descartes. Ce pauvre monsieur il a travaillé à juste titre aussi, donc il a le droit d'avoir son nom. Donc du coup, ces 3 exos qui vous forment bien sur la loi de Snell-Descartes, n'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas à me poser des questions, pas la veille au soir à 19h50, je serai plus devant mon ordi, hein, j'ai une vie. Donc posez-moi les questions bien en amont, essayez de travailler ça de manière régulière et bien en amont aussi pour que je puisse vous répondre et vous aider si vous avez des questions ou des incompréhensions. Ok ?
Voilà, continuez du coup à faire votre travail régulièrement, à assister aux cours régulièrement, et tout se passera bien. On se retrouve du coup la prochaine fois avec la partie 2 du cours vision et image, la correction de ces 3 exos, et je vous donnerai du coup d'autres exos qu'on corrigera dans une 3e vidéo. Sur ce, restez bien confinés, soignez-vous bien, prenez soin de vous, et du coup je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine fois. Ciao ciao.